ce que j'imagine, c'est un futur humaniste, mais dans le monde de demain. Moi, ce qui me frappe le plus dans le monde qu'on vit, c'est que je vois plus précisément aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, les grands projets humanistes d'aujourd'hui. Ceux qui utiliseraient les technologies d'aujourd'hui, c'est l'humanisme qui s'adapterait à la culture d'aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que l'avenir est à l'humanisme et on doit réinventer cette vision humaniste dans le monde de demain. Ouais. Il faut qu'on retrouve en France, en Europe, cette espèce de tradition de pensée un peu révolutionnaire où on a envie de s'inscrire dans cette philosophie gréco-latine en se disant bon, c'est quoi l'humanisme? L'humanisme, c'est placer l'humain et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça voudrait dire quoi faire ça? Alors si je prends je sais pas, le sujet de l'entreprise, on voit bien que le monde du travail, il est dominé par des modèles qui ne sont pas inscrits dans une pensée humaniste. Si on prend par exemple l'histoire du management des 30 dernières années, en gros on est passé d'un modèle de management paternaliste où on infantilisait les gens. Aujourd'hui, un modèle basé plutôt sur une robotisation des tâches, d'indicateurs, de processus, et en fait on n'est pas passé par la case humaniste au sens je fais le pari de faire confiance aux gens et de tout miser sur la confiance qu'on a dans les gens. Ça, c'est une façon humaniste d'inventer les modes organisationnels d'aujourd'hui. C'est pas rien de dire ça, c'est de dire on accepte cette espèce de parti pris et de prise de risque de dire on fait confiance aux gens. Ça, c'est par exemple dans le monde de l'entreprise où en gros pour moi il y a une abstraction qui est cette espèce de vision que le management robotiserait, objectiverait les choses. En fait, il faut sortir de l'abstraction pour être humaniste. Et en gros, quand vous... Là, je parle du monde du travail, mais si vous regardez le monde d'aujourd'hui, pour moi, il est dominé par les grandes abstractions, en fait. C'est ça le mal d'aujourd'hui. Les abstractions financières, plus personne ne comprend rien à la finance internationale, ça a complètement déshumanisé les choses. En fait, on ne peut pas dire que dans les modèles économiques d'aujourd'hui, ces modèles où on ne comprend plus rien, où les transactions se font d'ordinateur à ordinateur au millionième de seconde, avec des mouvements financiers totalement virtuels, on a inventé un truc qui est une abstraction qui nous échappe. Et en fait, ça, pour moi, c'est à l'opposé de l'humaniste. Donc, vous voyez, de l'humanisme. Donc ça, c'est l'abstraction financière. Je vous ai parlé de l'abstraction managériale. Et aujourd'hui, il y a en plus l'abstraction technologique, où en gros, avec l'avènement du numérique, des datas partout, de l'intelligence artificielle, des technologies qui nous échappent et de la capacité qu'a la technologie à prendre des décisions, à se positionner à la place d'une pensée humaine, parce que la technologie va au-delà, très au-delà de nos capacités. On rentre dans un monde qui de plus en plus va être dominé par des abstractions technologiques qu'on n'est même plus capable, nous, de maîtriser. Donc moi, ce que je dis, c'est que il y a peut-être une place et un sujet pour que le numérique, ces technologies, on puisse impulser une vision plus humble, plus petite peut-être, plus à notre échelle, plus à l'échelle de l'être humain, des groupes humains, maîtrisés par l'homme et qui soient faites pour les humains. Et moi, je pense que là, il y a un champ énorme d'ambition et de projets pour développer des technologies à l'échelle de l'humain, pour l'humain, dans une tradition de pensée humaniste qui, en gros, c'est quoi l'humanisme? C'est placer l'humain et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs. Et là, il y a 1000 exemples, 1000 capacités d'imagination, de créativité, d'intelligence dans une façon humaniste de voir la technologie. Nos modèles de développement, le modèle de développement de l'être humain aujourd'hui, il est régi par une abstraction qui est le fantasme de croissance infinie. C'est quand même notre abstraction qu'on s'est inventée et qui est en gros un modèle qui petit à petit, à petit feu, tue la planète. Donc c'est à nouveau une abstraction qui est mortifère pour l'être humain. Mais moi je crois que pareil sur les modèles de développement, revenir à des choses qui sont à l'échelle de l'être humain, ça ne veut pas dire refuser la technologie, ça ne veut pas dire refuser l'espoir ou un idéal ou un rêve pour demain, mais de le resituer dans une pensée humaniste d'aujourd'hui. Et bien pour moi, c'est ça qui manque, et pour moi c'est ça le futur.
d'ancrage dans la réalité, mais dans la réalité de l'être humain, pas dans la réalité froide, cynique, dans la réalité de ce qu'est l'être humain, à son échelle, en fonction de ses besoins, en fonction de ses désirs, en fonction de ses rêves. Et en fait, moi je pense que là, l'avenir va se construire autour de ça. En tout cas, moi j'ai plutôt envie de croire à un avenir utopique et pas dystopique profondément. Mais je pense que ça va arriver. Je pense qu'il y aura beaucoup de lieux comme ça où on développera ces grands sujets à l'échelle d'une communauté humaine, à notre échelle, ce qu'on est capable nous-mêmes d'appréhender à notre échelle, avec énormément de créativité, probablement énormément de technologie aussi, probablement énormément d'innovation, mais à l'échelle de l'être humain. Et je crois que c'est ça l'avenir. En fait, quand vous regardez, je crois que c'est Pierre Rabhi qui disait on nous fait croire que les grandes évolutions humaines, elles sont régies par la rationalité. Et en fait, il dit non, en fait, tout ce qui a construit l'histoire humaine, c'est toujours des trucs qui viennent des entrailles humaines, c'est-à-dire ce qui vient du ventre, ce qui vient du cœur, ce qui vient de ce qui est sensible. Et si vous regardez dans le monde aujourd'hui, on a une sensation globalement d'écrasement par rapport à tout ce qui se passe, qui est plus à notre échelle, on a l'impression de plus maîtriser, que vous regardez toutes les initiatives et que vous zoomez vraiment en regardant toutes les initiatives qu'il y a partout, vous apercevez que c'est probablement là qu'est en train de s'inscrire et de s'écrire l'histoire humaine. Si vous prenez le sujet, si je reprends les grandes abstractions dont je parlais tout à l'heure, si vous prenez le mal-être au travail, qui est quand même lié à des espèces de dogmes, de modèles qui ont déshumanisé, qui ont robotisé, qui ont objectivé les tâches humaines parce qu'on ne faisait pas confiance à l'être humain. Si vous regardez, ça fleurit actuellement partout de gens qui travaillent sur ces sujets. Qualité de vie au travail, des gens qui sont en train de réinventer des modèles managériaux, des gens qui sont en train d'expérimenter un petit peu partout dans le monde des modèles où en fait on inverse les logiques hiérarchiques, des modèles où les entreprises commencent à avoir une vraie mission d'impact sociétal, avec toute la mouvance entreprise à mission, loi Pacte, etc. Des organisations au travail même, je le vois parce que je travaille aujourd'hui un peu pour le ministère au niveau des grandes administrations, ils se disent c'est plus possible, on veut retrouver la flamme de ce qu'on avait quand on est venu dans ces grandes administrations, c'est-à-dire la flamme service public, etc., avec des réinventions de modèles pour alléger en fait, les organisations, pour donner plus d'autonomie aux gens. En fait, partout, plein de gens cherchent, plein de gens créent, et plein de gens sont en train non seulement d'expérimenter, mais de faire marcher des modèles alternatifs. Dans le monde du travail, il y en a partout, des gens qui sont en train de travailler là-dessus, sauf qu'on ne médiatise pas ça. C'est rarement, on va rarement montrer les héros de terrain en fait, les gens qui font, au lieu des gens qui sont des lanceurs d'alerte ou qui tchatchent. On montre beaucoup les gens qui tchatchent, peu les gens qui font, mais il y en a partout. Si vous prenez sur les gens qui à leur échelle, comme des petits colibris façon Pierre Rabhi, dans le domaine environnemental, sur les économies circulaires, plein de gens travaillent sur ces sujets-là, sur remettre du végétal en ville, même dans les entreprises, dans les organisations, au-delà du monde associatif, plein de gens travaillent sur ces sujets-là. Si vous regardez les fractures sociales en fait, qui sont créées un petit peu partout, il y a un foisonnement d'associations, de gens à titre personnel qui s'engagent pour essayer de retrouver des liens, pour essayer de résoudre nos grands problèmes sociétaux, d'éclatement de la société. Vous avez plein de gens qui travaillent à côté, là, dans les quartiers, partout il y a des gens qui travaillent. Si vous regardez les modèles financiers, aujourd'hui, tout le monde regarde avec beaucoup de frayeur ce qui se passe autour des technologies blockchain, etc. Mais moi, je pense que derrière, il y a une technologie qui peut-être peut changer en fait, la logique dont on a centralisé entre les pouvoirs de quelques-uns les règles de finance internationale. Alors certes, il y a des dérives, le Bitcoin, etc. Mais on sent qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir à des modèles plus démocratiques, qui soient plus égalitaires et qui tendent aussi, en matière de finance, à réfléchir à des modèles différents. Si vous regardez les modèles technologiques, vous avez un peu partout en France et en Europe des initiatives qui sont faites pour qu'on réintroduise les critères éthiques au cœur des conceptions numériques. C'est très en disruption par rapport au modèle plus
sans jugement moral d'ailleurs, libéraux, libertaires, anglo-saxons. Ben, vous avez, je sais pas, ce qu'on appelle le RGPD, hein, qui permet de régir la sécurité, ça vient d'Europe. Et donc c'est en train de se répandre partout dans le monde. Je pense qu'on peut aller encore plus loin en termes d'éthique. Vous avez encore, tout à l'heure, je discutais avec un entrepreneur toulousain qui me racontait qu'il fait des jeux vidéo pour développer l'esprit critique chez les enfants. Donc c'est la technologie au service d'une façon humaniste, revenir à l'échelle de l'humain. Et en fait, pour moi, c'est pour ça que la meilleure définition de l'utopie, c'est pas le truc irréalisable, l'utopie. C'est ce qui a encore jamais été tenté. Et en fait, on voit en ce moment que plein d'initiatives à bas bruit se développent un peu partout parce qu'on est à la recherche de sens. Et le sens, en fait, il peut se situer qu'à notre échelle biologique. Et ça, moi, j'en vois partout. C'est juste que la médiatisation ne se fait pas sur ces gens-là. Elle se fait très peu, en fait. On montre peu les héros de terrain à la façon, comment il s'appelle ce film, Demain de Mélanie Laurent, vous voyez, ou Human de Yann Arthus Bertrand, où on voit plein cadres, en fait, les héros d'aujourd'hui, c'est-à-dire des êtres humains, quoi. Moi, je crois à cet avenir-là. À l'échelle de mon établissement, j'essaye d'être le plus droit et honnête possible avec les gens, d'abord. J'essaye de vraiment tout miser sur les gens, dans la confiance que j'ai en eux, dans leur capacité de prise d'initiative, d'être porteur de projet, d'être porteur de sens. Je mise tout en fait sur les gens. Ça a l'air facile à dire comme ça, mais au quotidien, dans les choix qu'a à faire un dirigeant, de dire quand je suis moi-même stressé pour les résultats économiques, pour une injonction d'une tutelle, pour un stress de mise en conformité, pour une question de responsabilité, de se dire non mais avant de projeter ton propre stress, le point le plus important c'est que tu continues d'insuffler ce cadre de valeurs centrées sur la confiance que tu as dans les gens au quotidien, être garant de ce cadre de valeurs-là. Pour moi, c'est ma petite part de pierre à l'édifice dans cette vision humaniste que j'ai du futur. Si je prends ma mission au ministère de la Santé, où on m'a demandé de piloter le virage numérique en santé, en fait, j'assume ma vision romantique, très romantique pour le numérique en santé en France, en disant le numérique en santé en France, maintenant qu'on me demande de piloter ça, il sera humaniste. Il sera citoyen, c'est-à-dire je ne veux plus du numérique en santé qui soit pensé que pour les professionnels, mais il faut restituer un outil de pouvoir et d'émancipation aux citoyens français. Donc à partir du 1er janvier 2022, tous les Français vont avoir leur application numérique pour que vous puissiez gérer, tous Français, qu'on ait nos données de santé et pouvoir interagir avec les médecins pour être enfin acteurs. D'impulser une vision où l'éthique, avec des spécialistes d'éthique de toutes les sciences molles et de toutes les sciences dures aussi, du droit, des philosophes, des sociologues, on est en train d'écrire le cadre très concret d'éthique du numérique en santé en France, en étant redevable de cette vision éthique par rapport aux outils qu'on va mettre à disposition des citoyens et des professionnels de santé. C'est l'idée de dire, et moi je crois à ça, c'est que pour impulser une politique humaniste, dans nos pays, la seule solution, c'est que l'État redevienne souverain et que l'État redevienne fort. En matière de technologie, moi je crois à ça. Je ne crois pas qu'on puisse laisser faire le marché. Donc on a impulsé toute une feuille de route où c'est l'État qui reprend la main, qui en gros va labelliser les logiciels des médecins, va construire le socle souverain du numérique en santé en France pour qu'on ne dépende pas des GAFAM et que donc on puisse petit à petit construire un modèle humaniste citoyen. C'est l'idée que ces plateformes qu'on va proposer à tous les citoyens français depuis leur naissance jusqu'à leur mort pour qu'ils puissent être acteurs en fait, de leur santé en leur redonnant le pouvoir sur leurs données de santé, tout ça c'est construit dans une plateforme d'État pour garantir une forme d'universalité, une plateforme d'État moderne où on pourra brancher des services venant des startups et des éditeurs, mais dans un socle souverain, éthique, tamponné, labellisé par l'État. Voilà, avec cette espèce de réinvention de ce que peut être une technologie numérique humaniste dans le monde de la santé aujourd'hui. Et en fait, comme j'aime bien les gens qui tchatchent, mais je préfère les gens qui font, j'y passe à la fois dans ma clinique et sur ces missions qu'on m'a confiées actuellement au ministère de la Santé,
j'y passe toute ma vie, quoi. Parce qu'en fait, je donne tout pour ça. J'y consacre voilà, énormément de temps, d'énergie et d'âme. Et bien sûr, j'y trouve mon compte parce que c'est intéressant, c'est valorisant, c'est challengeant. Mais j'y suis d'autant plus empreint d'enthousiasme que j'ai l'impression de poursuivre mon idéal, quoi, mon idéal d'enfant. C'est-à-dire de construire humblement, en vrai, dans la vraie vie, l'humanisme d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça en fait l'impression que j'ai. Alors c'est à mon échelle, hein, je ne dis pas que je révolutionne tout, mais à mon échelle, j'essaie de faire ma part, tel un colibri façon Pierre Rabhi. Le ressenti que j'ai, c'est qu'on est en zone de fragilité. On le voit dans nos sociétés, en France, en Europe, mais même dans le monde. On sent que ça ressemble à une période adolescente pour moi. On quitte un monde plus simple, comme si on avait quitté une forme d'enfance au niveau de nos sociétés. C'est un peu caricatural, mais ça donne quand même l'esprit de ce que je ressens. Et on passe dans une phase en fait, où on découvre la complexité du monde, on a du mal à se repositionner, on est épris de liberté, on est empreint de violence, on est empreint de colère. Et en fait, pour moi, l'adolescence, c'est une période qui est magnifique, puisque c'est une période de rupture et de conquête de liberté. Et c'est une époque qui peut être aussi très dangereuse. Il y a plein de cas où ça se finit mal, l'adolescence. Et en fait, on est exactement, pour moi, je ressens vraiment cette phase-là. On a abîmé la planète, on a inventé ces grandes abstractions dont je parlais et qui nous ont autodétruites. On est pris de liberté, mais on est un peu embourgeoisé aussi, un peu comme un ado qui ne sait jamais s'il va se jeter dans le vide ou rester chez papa-maman, mais d'un autre côté, il en a marre de papa-maman et il les envoie balader, etc. On est dans cette espèce de perte de repères. Mais je me dis que pour moi, le futur, c'est ce passage à l'état de jeune adulte, sans casse, avec lucidité, mais qui va être optimiste sur le futur et qui cherchera à faire le bien. Et je terminerai juste par ça. Je pense que ce passage-là, c'est le passage à un adulte qui se dit « tout n'est pas parfait, je vais jouer mon rôle, mais je vais essayer de faire le bien ». Et pour moi, c'est ça le futur qui nous attend. Il y a c'est Baudelaire qui disait, on peut faire le mal très facilement, presque machinalement, sans même y penser, mais faire le bien, c'est autre chose quand même. Faire le bien, c'est presque toujours le produit d'un art. Et en fait, moi, je pense que ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, c'est de comprendre que faire le bien, c'est compliqué et que c'est un art. Et je crois qu'on est exactement à cette phase-là.